ce dont vous avez besoin. Et s'est trouvé un officier pour lui dire, ah, monsieur le président, non. Nous avons besoin de deux choses qui nous manquent. La première, c'est la logistique. Ceux que nous combattons sont dans des BJ, des bâchers, comme à l'époque il y en avait au Tchad, très mobiles. Nous sommes avec des BRDM et des Land Rover. Ça nous désavantage. Deuxièmement, quand nous sortons pour aller combattre, nous ne pouvons pas rester longtemps en campagne parce que nous ne pouvons pas faire contrôler la cuisine. Moussa a dit quelle est la solution. L'officier a dit des BJ pour nous aussi. Combien vous en faut-il? 50. Dans la salle de réunion, Moussa a décroché le téléphone. Il a téléphoné à Bamako, au ministre des Finances, au ministre de la Défense. Mettez-vous ensemble, mais faites en sorte que 60 BJ, ils avaient demandé 50, 60 BJ soient achetés, équipés en Markala et acheminés sur le nord avant telle date. Pour l'alimentation, puisqu'ils ne pouvaient pas faire contrôler la cuisine, ça se détériore, c'est par un avion Hercule 130 que Moussa Traoré a fait venir les plats des États-Unis d'Amérique. On les appelle des plats cuisinés, comme quand vous prenez l'avion. À un certain moment, on vient, on vous donne, si c'est le matin, dans un petit, comment dirais-je là, on vous donne tout ce dont vous avez besoin pour votre petit déjeuner. À midi, on vient vous donner la même chose. C'est par avion C-130 Hercules que cela est venu des États-Unis pour que le Nord ne soit pas fait. J'ai donné ces deux exemples pour vous montrer avec quelle efficacité cette question était traitée à l'époque. Il a abordé le changement de logiciel, mais il a donné des exemples en s'appuyant sur ce discours du 24 mai 1994. Mais avant le discours, vous ne vous rappelez pas peut-être, le premier président démocratiquement élu de la République du Mali, l'une de ses premières sorties a été réservée à la Côte d'Ivoire. Houphouët était le doyen, il est parti. Dans le salon d'honneur de l'aéroport d'Abidjan, il s'est entretenu avec le journaliste Diomandé. Diomandé lui a dit à titre de président, ah monsieur le président, vous êtes un homme heureux, un homme chanceux. Non seulement vous venez d'être élu, mais vous trouvez un pays pacifié. Le président lui a répondu, je suis démocratiquement élu, je ne reconnais pas les accords de Tamanrasset. Le journaliste de mais monsieur le président, ça ramène la paix. Il lui a répondu, ces accords ont été imposés aux rebelles par la dictature. Lorsque les soldats maliens vont au nord, c'est pour chercher des femmes tamashek. Quoi de plus étonnant que les enfants qu'ils abandonnent là-bas prennent des armes contre la République. Voilà la lecture qui a été faite de la rébellion de 1990. Non seulement on a ignoré que l'État est une continuité, mais on a insulté l'armée et ça ne se doit pas. L'armée est une institution qui doit être respectée. Voilà donc les deux contributions que je me proposais. Contribution. Faire des contributions, le temps avance parce qu'après ça, il y a également la séance de dédicace, s'il vous plaît. Je voudrais vous poser une question. Entre la corruption et le mensonge, qu'est-ce que vous choisiriez? Alors, j'ai dit un choix. Alors, c'est pas un choix. Je vais vous dire mon choix. Que mes premières armes au niveau de l'enseignement, je les ai faites en Songo. Et c'est là que je me suis rendu compte que le pays est grand. Drôlement grand. Parce que sur 250 pays répertoriés, le Mali occupe le 24e rang mondial. Alors, on va dire que là, ça me paraît bizarre. Nous nous occupons le 24e rang, mais chaque fois qu'on parle du Mali, on nous dit
sommes le 156e pays le plus pauvre. C'est un mensonge. Méfiez-vous du mensonge. Cet ouvrage va à l'encontre du mensonge. Je l'ai lu de A à Z et je vous ai dit tantôt qu'il y a des coquilles qu'il faut corriger. Et c'est pourquoi j'ai décidé, en tant qu'éditeur, d'en assumer la publication. S'il vous plaît, allez-y. Même si je viens de la voir, elle est en diagonale, et je dois vous dire qu'il y a une démarche rationnelle, scientifique dans ce ouvrage. Mais je voudrais aussi faire... Excusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en prie, ce n'est pas le moment pour la dédicace. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît, veuillez laisser la place aux auteurs. Je vous en prie, ne traversez pas la salle pour vous déposer un exemplaire. Ce sera tout à l'heure. Vous avez tout le loisir pour ça. Donnez-nous le temps d'écouter. Faire deux petites observations. Le témoignage, c'est de dire que l'un des co-auteurs de ce livre, le docteur Cholet Okalamega, quand il dit qu'effectivement sa famille est entremêlée, sinon même compénétrée avec la communauté touareg, c'est une vérité. D'autant que son grand-père, son arrière-grand-père Hamid El-Eli, a été celui qui a été le médiateur pour la signature du premier pacte entre Firoun Aganissa et le colonisateur blanc. C'est le premier témoignage que je voudrais faire. Sur l'observation, je voudrais dire que le livre a commencé à se documenter à partir de 1800 et quelques. Avant 1800 et quelques, il y avait des documents, il y avait les tariqs, les fetash, le Soudan. Il y a aussi notre tradition orale. Et je voudrais faire le témoignage que de tradition orale, souvent même par écrit, nous savons que cette zone a été peuplée par le Songoï depuis du temps de Annabi Moussa, depuis du temps de Pharaon Koukia, d'où est originaire le premier ministre Ousmane Issoufou, date de l'an 400 de rêve pharaonique. Il nous est même rapporté par la tradition que parmi les mages qui ont été assassinés par Pharaon pour avoir reconnu l'unicité de Dieu lors donc, du duel entre eux et comment on appelle les magiciens de Moussa, il y en avait deux qui sont Songoï venus de son village, de Koukia, Gaboun et Haboun, ça c'est la tradition orale. Je voudrais dire, pour terminer, qu'effectivement, nous sommes d'accord avec ce livre, que notre pays a fait l'objet de complots dans lesquels il y a des États que par respect et par mesure, je ne vais pas nommer. Mais le livre s'est passé aussi de la documentation d'une grande organisation qui, à un moment, a été la première à porter au-dedans comme au-dehors la parole du Mali, le Coran. Donc, M. Ousmane Issoufou est le président d'honneur, et Malik Al-Husseini, président, qui a fait beaucoup de documents. Pour la petite histoire, nous avions été reçus pendant que le pays s'était effondré, c'était sur la transition. C'est nous, c'est le Coran qui a convaincu la France de changer de chemin, parce que le chemin de la France était de régler le problème institutionnel au sud, avant de s'attaquer à la question du Nord qu'ils ont créé. Nous leur avons dit, devant Mme Elisabeth Bigou, le jour où Jean-Marc Ayrault a présenté sa déclaration de politique générale, j'étais à cette rencontre avec le maire de Gao, pour le compte donc, du collectif des ressortissants du Nord, que s'il n'y a pas d'intervention armée avant la fin du mois de juillet 2012, on courait le risque de voir le nord du Mali s'afghaniser. C'est ce qui est arrivé. Elle a levé la séance en disant, comme l'ont dit l'avocat et monsieur le maire, nous allons régler ces affaires concomitamment. Mais je voudrais juste rappeler, pour ceux qui ne croient pas que c'est un complot, que quand le pays s'est effondré, le secrétaire général des Nations Unies a dépêché un conseiller spécial en la personne de l'ancien premier ministre d'Italie, Romano Prodi. Pendant que les populations du Nord souffraient et que le dispositif justement de la CEDEAO, conduite par notre frère, l'excellence Cheikh Abdou, avec bien sûr la MISMA, avait commencé à se mettre en place, et que nous espérions une intervention armée internationale parce qu'au sud, ceux qui ont fait le coup d'État, c'était emmuré dans la jouissance.
et avait même oublié qu'il y avait des Maliens qui souffraient, qui étaient violés, qui étaient abusés par les narco-djihadistes, par les narco-terroristes. Romano Prodi, avant qu'il se fasse l'écho par le secrétaire général même des Nations Unies, avait dit qu'une intervention armée au nord du Mali n'était pas envisageable. Et même s'il fallait l'envisager, il fallait peut-être attendre jusqu'à fin décembre 2013. Rappelez-vous cela. Et il a suffi que la France intervienne en 2013, en janvier, pour que finalement, MINUSMA devenu MINUSMA, tout son dispositif se mette en place. Et lorsque le professeur dit que c'est un complot, au jour d'aujourd'hui, du premier jour de la présidence française à maintenant, tous les jours que Dieu fait, des cargos français débarquent à Gao, à Tombouctou, à Kidal. Quantité de conteneurs. Leur contenu, il n'y a aucune autorité. Il n'y a aucun Malien qui puisse te dire ce qu'il y a dedans, ce qui est embarqué ou ce qui est dedans. Allez-y savoir pourquoi. Voilà, monsieur, ce que je pouvais faire à ce temps en témoignage de contribution. Merci beaucoup. Pour la présentation, je suis Sveiti Ag Agado, doctorant de son état à l'université de Ségou, mais surtout président de l'association malienne pour la sauvegarde de la culture Bella. Donc, je ne pouvais pas ne pas être là aujourd'hui. Lorsque j'ai vu qu'il s'agissait de mon professeur Chaka Sengari, qui m'a eu en 11e dans les années 76-77, lorsqu'il s'agit du ministre M. Shogel Bokalamega, étant admirateur des braves, admirateur des justes, admirateur de ceux qui osent dire la vérité, je ne pouvais pas ne pas être là. Alors donc c'est pour dire que mon témoignage va tout simplement porter sur une sorte de reconnaissance. Pour la première fois dans ce pays, un livre est écrit. Un livre rétablit la vérité historique que j'ai essayé de défendre depuis le début de cette crise. Tout le monde m'a vu crier pour dire les origines, les fondements de cette crise sont tout simplement des fondements de féodalité. Tout simplement. Parce que dans ce pays-là, il se passe comme si, les choses se passent comme si c'est seulement les Touaregs qui ont fait des esclaves. Et le Bella, même dans certains dictionnaires, a été écrit, a été mentionné comme étant l'esclave des Touaregs. Shogel, merci pour avoir rétabli la vérité historique. Les Bella ont connu l'esclavage, c'est sûr, tout comme les Keïta l'ont connu, tout comme les Sanogo l'ont connu, tout comme les Songhai l'ont connu. Tout le monde a eu sa part dans l'esclavage. Donc, c'est pour dire, pour ne pas être long, c'est pour dire que l'ouvrage de Shogel doit inspirer tous les Maliens. Parce que je suis sûr que ce n'est pas parfait, mais il y a énormément de vérités dont les Maliens peuvent s'inspirer, que les Maliens peuvent utiliser pour réussir ce qu'on est en train de tenter la réconciliation. Vous allez réconcilier les gens sur des injustices, ce n'est pas possible. Vous allez réconcilier les gens sur des inégalités, ce n'est pas possible. Vous allez réconcilier les gens en niant même l'existence des peuples, parce qu'il a dit les peuples dans le nord du Mali, c'est les Bella et les Sorel. C'est ça les majorités aujourd'hui. Mais de tout temps, ça a été laissé. Alors, si je me rappelle qu'il y a seulement quelques mois dans cette même salle, les hommes se sont retrouvés ici pour décider d'enterrer le terme Bella, qu'on ne prononce plus ce terme-là dans ce pays-là, j'ai dit encore une fois, M. Shogel, merci. Merci, parce que le Bella n'est l'esclave de personne. Le Bella, c'est cet homme
c'est cet homme travailleur, c'est cet homme vertueux, c'est cet homme digne, c'est cet homme soucieux de la justice, assoiffé de justice et de pardon. Nous tendons la main à tout le monde. Nous tendons la main à tout le monde. Merci. Je veux dire au public actuel encore une fois, de faire un plaidoyer auprès de l'État du Mali, parce que cet ouvrage-là, c'est le pouvoir qui doit s'en sortir aujourd'hui. S'il veut réussir la paix au Mali, il a de la matière. S'il fait autre chose que cet ouvrage-là, la paix ne viendra pas dans ce pays-là. Je vous remercie. Le docteur Soubra Maïga, le professeur Senghare, pour avoir fait ce livre. C'est extrêmement intéressant. Mais le modérateur tout à l'heure a dit que le livre c'est une œuvre parfaite. Là, je ne suis pas d'accord. C'est une œuvre qui est perfecte. Ah, au bout de vous ne l'avez pas dit. Bon, de toute façon, bon, j'ai cru entendre ça. Merci. Bien. Non. Bon, donc, c'est pour lui dire qu'il n'y a pas d'œuvre parfaite. Et si même il est donné à notre espèce la possibilité d'atteindre la perfection, c'est les leaders religieux qui seraient peut-être les premiers à subir cette mutation. Mais il y a quand même des vérités dedans. C'est que il y a des trucs. Bon, c'est que moi je voudrais savoir, docteur Maïga, est-ce que l'effondrement même de l'armée n'a pas commencé avec la rébellion de juin 90? Pourquoi? Les accords de 91 de Camara 7 prévoyaient un allègement de l'armée malienne de Kidal. Quand vous demandez à l'armée de dégager une partie du territoire, vous affaiblissez déjà l'État. Et vous faites de l'endroit un no man's land, une zone de non-droit. Donc, je crois que, comme disent les Bambara, Sanika Tili, il rola, et bien il carrola. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que Moussa Traoré, à la fin de son règne, avait complètement dessaisi son armée de Kidal. Donc les gens faisaient là-bas ce qu'ils voulaient. Il y avait toutes sortes de trafic. Donc, parce que lui aussi, il était confronté ici avec ce mouvement démocratique qui affaiblissait l'État. Il était sur deux fronts, il fallait voir du côté du nord, il fallait voir aussi du côté du Bamako, ça chauffait de partout. Donc, ces accords de Camara 7 ont considérablement affaibli l'État. Maintenant, avec le mouvement démocratique, peut-être la situation s'est aggravée. Effectivement, je me rappelle cette phrase terrible de Alpha Omar Konaré qui dit que ceux qui ont pris les armes là, c'est les démocrates. Les démocrates en armes. C'est ce qu'il a dit. Je me rappelle très bien. Donc ça s'est aggravé avec le temps. Mais moi, je voudrais savoir qui des trois présidents de la Troisième République est responsable en grande partie de l'effondrement même de l'État. Alpha Omar Konaré, Amadou Toumani Touré, Imeka vient d'arriver, on ne peut pas l'accuser. C'est ça quoi. Et tout le monde voudrait savoir par qui même de Alpha à Imeka. Est-ce d'accord? De Alpha à Imeka. Voilà, vous avez compris la question. Je vous remercie. Nous allons donner la parole à deux ou trois personnes et nous allons vous demander de bien vouloir permettre aux auteurs de dédicacer les ouvrages à l'ancien PM M. Ousmane Youssouphi Maïga, à l'ancien ministre, au président du Conseil des collectivités, M. Mamadou Chatidi, et à son excellence Cheka Abdou Touré. Tout à l'heure, laissez-nous le temps de prendre deux personnes. Je vous reviendrai tout à l'heure. Si vous le voulez, je ne le ferai pas.
Oui, je comprends très bien. Je ne voulais même pas prendre mon nom. Les dialogues, c'est comme ça. Donc, allons-y. Bon, je dois remercier le professeur émérite Isiaka Amadou Senghare. Remercier chaleureusement le ministre Choguel Kokala Maïga pour avoir entrepris d'écrire un ouvrage certainement qui sera consulté par tous les hommes qui veulent savoir l'histoire du pays. Aussi bien ceux qui sont d'accord que ceux qui ne sont pas d'accord. Tu comprends, Alpha? Toi qui voulais me régler là, tu comprends que moi j'ai géré la crise malienne et je n'ai pas l'habitude de me défausser. Je ne connais pas ça. Toute ma vie. Donc j'assume un certain nombre de choses. Permettez-moi de changer de verre, quelques notes. Et vous me basez sur ces notes pour dire ce que j'ai à dire. Voyez-vous, le premier point que j'ai noté, que Bakara Diallo dit au moment où lui, il écrivait son ouvrage après Jean Achard, qu'il s'agit d'une révolution sociale. Ce qui se passe à l'est du pays, au nord-est du pays, au sud-est du pays. Comment voulez-vous que des gens insurgés, nous étions insurgés contre la dictature des prétoriens du 19 novembre 68. Nous étions insurgés, donc nous voyons tout insurgé comme s'élevant contre une dictature. J'assume entièrement que nous avons dit la rébellion de l'époque est d'essence démocratique. Ça veut dire quoi? C'est le MPA, Mouvement populaire, MPLA d'ailleurs au départ, Mouvement populaire de libération de l'Azawad, qui avait fait toutes les attaques, Tidermen, etc., Menaka, avec tous les morts que nous savons. Chaque fois que j'y pense, je pense à Fadouba Kone, directeur régional de la santé de Gao. Malheureusement, qu'on n'a pas récompensé qu'il le faudrait, qui a été abattu parce qu'il refusait de donner la clé de la voiture de l'État, qui ne lui appartenait pas. Il n'avait que 8 ans de service et ses enfants orphelins. Je me demande si nous, après, avant, je crois qu'il n'en a pas été question, si nous aussi, nous avons songé à ces enfants. Donc, je pourrais dire que d'essence démocratique, le MPLA qui a signé rapidement les IFORAS que Yad Agali représentait ont semblé être les seuls bénéficiaires de cette insurrection. D'où, immédiatement, des scissions au sein du MPA, parce qu'après Tamara 7, on les a priés d'enlever le L, qu'il n'y avait rien à libérer. C'était le mouvement populaire de l'Azawad, qui devait se transformer en organe politique. Le MPA s'est divisé. Il y a eu l'ARLA, Armée révolutionnaire de libération de l'Azawad, composée essentiellement d'Ibrad, et qui estimait que la domination des Iforas, la domination des seigneurs devait prendre fin. C'est tout ce que Bakara aussi disait. C'est ce que nous, les élèves de Bakara, nous disions. Mais il faudra toute une conférence pour le reste. La solution, on a dit ici, nous n'avons pas pensé, Alpha Oumar Konaré, Ibrahim Bouakar Keïta et moi-même, nous étions le trio qui dirigeons de 92
à 2002, que nous n'avions pas pensé du tout à une lutte diplomatique, à une lutte politique, et nous avions abandonné la lutte militaire. Je crois les scientifiques que sont l'éminent professeur et le brillant ingénieur doivent regarder attentivement les écrits de ceux qui ont dirigé à l'époque. Si moi, à l'époque, j'ai été amené à entraîner l'Assemblée nationale dans la bataille pour que le pays ne soit pas condamné, c'est comme ça qu'est née la diplomatie parlementaire au Mali. Donc dire qu'il n'y a pas eu de diplomatie dans la gestion de cette situation, je crois que c'est dire une contre-vérité. C'est dire une contre-vérité. Chana Takiou, qui adore souvent me taquiner, dit que le professeur Alinou Diallo est revenu de Bruxelles et à la question quels sont les résultats, Ali Diallo répond, en tout cas nous avons ébranlé des certitudes. Ces certitudes c'était quoi? C'est qu'il y avait un génocide touareg organisé par l'État malien et par les dirigeants du Mali. Vous le savez très bien et ça a été largement démontré ici qu'il n'y avait pas eu d'organisation de génocide touareg. Donc, il y a eu aussi bien la lutte militaire, la lutte politique que la lutte diplomatique. Si le MLA était venu à Konna, eh bien les Français ne seraient pas intervenus. Cher beau-frère, tu as parfaitement raison. Je parle de professeur émérite, Isiaka Amadou. Mais pourquoi la France ne serait pas intervenue? Parce que la France ne pouvait pas justifier aux yeux des citoyens français de s'immiscer dans les problèmes intérieurs maliens. Mais dès lors qu'on dit que c'était les djihadistes, c'était Yann Agali qui fonçait sur Bamako, la lutte contre le djihadisme a obligé toute la France, toute l'Europe à se mobiliser. Donc ce temps de lecture nous est commun. Et vous le savez très bien. Les dossiers d'intervention au Mali, déjà préparés par Sarkozy, ont été remis à Hollande. Mais il ne voulait pas tout de suite intervenir. Un autre jour, nous parlerons de tout ça. Je conclue en disant, quand vous êtes en campagne, là je m'adresse à mon neveu. Il faut savoir que la chance peut te sourire, que tu viennes au pouvoir et que tu sois obligé de gérer ce problème. En ce moment-là, il faut éviter de dire toutes choses, que tu seras amené à rectifier. C'est ce qui est arrivé à Ibrahim Boubacar Keïta. Il a dénoncé les accords d'Alger, etc. Il a dit qu'on ne peut pas négocier avec des bandits armés. On ne peut pas. Et j'entends mon beau-frère dire qu'une simple question de milice, du moins de police, etc., aurait pu régler le problème dans les années concernées. Réfléchissez beaucoup, parce que vous allez à la recherche du pouvoir, et je vous souhaite bonne chance. Je remercie le professeur Sengaï et mon jeune frère Meiga pour avoir eu l'audace d'écrire leur part de vérité. D'écrire leur part de vérité sur les différentes rébellions, disons les différentes crises de 1963, mais bien avant, de 90,
de 2006 et enfin de 2012. Nous avions aussi fait beaucoup de recherches. Maître Malik l'avait dit tantôt, certainement que nous n'avons pas fait un livre, mais je pense qu'aujourd'hui, cette rencontre n'avait pas pour objet de débattre du contenu du livre, mais d'écouter les auteurs, de vous permettre de se procurer ce livre, de le lire et d'envisager une conférence pour apporter nos observations, nos critiques à ce document, à ce livre. Donc aujourd'hui, on a mélangé les choses. La presse a eu à poser des questions, il fallait s'arrêter à ça. Permettre de dédicacer ce livre, que les gens puissent l'acheter, le lire, organiser une autre conférence pour nous permettre de dire aussi notre part de vérité, nos observations, nos critiques par rapport à tout ce qui a été écrit, qui a été dit et qui est utile pour le Malien, pour tous les Maliens, pour les étudiants. Je pense qu'il y aura des conférences dans les différentes facultés où nous serons présents pour apporter notre contribution, n'est-ce pas, à ce débat intellectuel, parce que c'est un débat. Ce qui manque au Mali, c'est justement, on ne débat pas de ces grandes questions entre Maliens. Il faudrait qu'on cesse d'aller chercher ailleurs des conférenciers, alors que nous avons toutes les compétences pour débattre des problèmes de notre pays. Donc je vous félicite très fraternellement, très chaleureusement, et bon vent à ce livre-là. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre vient de le dire, ce n'était pas... Nous ne devions pas organiser un débat sur le livre. C'est vrai, il y a juste quelqu'un qui est intervenu et qui a parlé de l'abandon du Nord sous la Deuxième République, avec ce que certains appellent une démilitarisation de Kidal. En réalité, il n'a jamais été démilitarisé. Il y a eu ce qu'on appelle un allègement du dispositif militaire. C'est que, en allant à Tamandra 7, les négociateurs avaient une forte documentation entre les mains. L'État avait déjà sa nouvelle politique de défense. Les